Bon, bienvenue dans cet épisode 11 du podcast Corporalité. Alors, je reçois aujourd'hui Alain Couturier, que tu es fondateur du mouvement de Practice Paris, c'est bien ça. Et si vous voulez connaître un petit peu plus de ton travail, eh bien, on peut écouter l'épisode 10 qu'on a enregistré juste avant. Voilà. Merci Yael. Alors, l'idée de ce moment-là de conversation, c'était quand on a commencé à échanger, et rapidement est venu sur le tapis le sujet du business, du travail, et de l'administratif, du marketing, voilà, tout un tas de sujets un peu annexes à notre travail, mais en même temps, je dirais, essentiels, parce que c'est ce qui te permet de te supporter. Et donc, on a eu envie d'enregistrer cet épisode autour de ça. Ouais. Voilà. Ouais. On commence ? Ouais. Okay. Cette réflexion-là, elle est venue parce que toi, ça fait longtemps que tu fais ça. Ouais. Et moi, ça fait pas si longtemps, ça fait 5 ans que j'ai lancé mon groupe. Et après avoir réalisé que ce que je faisais, c'était vendre ma passion, ça se vend, mais ça se vend pas comme je l'espérais. Donc, je me suis dit, OK, il faut vraiment traiter notre passion, notre activité comme un véritable business. Et je suis rentré dans cette période de recherche depuis maintenant de nombreux mois, où j'ai dû revoir la façon dont j'appréhendais mon activité et comment je la commercialisais, parce que c'est ce qu'on fait. Et j'ai découvert tout un autre monde depuis ces 8 derniers mois. Et je suis vraiment à fond dedans. Et c'était notre discussion a commencé comme ça. Je t'ai interrogé sur toi, comment tu avais fait. Et puis après, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce serait peut-être intéressant de partager ce sujet-là sur comment vivre confortablement de sa passion pour le corps, le bien-être, la santé, comment la proposer au plus grand nombre et surtout réussir dans le projet entrepreneurial dans lequel on se lance. Moi, je viens d'une reconversion où je gagnais très bien ma vie auparavant. Et je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas continuer tout en partageant ce que j'aime. Et donc j'ai commencé par m'interroger sur quels étaient mes freins et pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à dépasser certains plateaux. Et là, on a commencé à parler de choses très techniques, notamment la forme juridique de l'entreprise, du business, du marketing, des outils aussi numériques et des personnes de qui on doit prendre conseil et s'entourer pour réussir dans cette aventure. Tout à fait. Alors je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. On a lancé le grand mot entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se lance dans ces métiers-là, on se lance, comme tu l'as dit, pour notre passion, parce qu'on aime cette pratique. On est dans la pédagogie, on est dans la transmission, on est dans la pratique du mouvement, dans tous ces milieux-là. Hein. Moi, je viens du milieu du Pilates, mais voilà, c'est le mouvement en règle générale. Et puis on délaisse un peu tout le côté entrepreneurial. Quelquefois on n'en est même pas tellement conscient quand on commence dans ce milieu-là que ça existe, que c'est important. Moi je sais que je suis formatrice aussi, dans nos formations on n'a souvent pas le temps d'aborder ce thème-là et que c'est une vraie lacune. Et finalement on a des professionnels qui arrivent sur le marché qui sont professionnels entre guillemets mais qui ne savent pas en fait comment se constituer, ne serait-ce que, comme tu dis, en entreprise. Ensuite, comment se démarquer, comment gérer leur administratif. C'est la fiscalité, c'est la comptabilité, c'est tout un tas de choses qu'on laisse un peu sous le tapis, qui ne nous font pas très plaisir, mais en fait, qui sont notre cœur de métier. Parce que si ça, c'est pas soutenu correctement, en fait, tu passes pas la barre des 2-3 ans, quoi, en fait. Oui, et c'est le cas de beaucoup. Et c'est moi aussi, après 4-5 ans, je me suis interrogé et voilà, donc j'ai dû tout transformer. Et ça a été vraiment pour moi, ça a été ma pratique pendant de nombreux mois. Et je trouvais ça intéressant de partager avec toi et même de le partager avec les gens qui écoutent le podcast. Alors, parce qu'il y a un peu un tabou aussi autour de ces sujets-là. Je sais pas, ce tabou est peut-être un peu fort, mais pour beaucoup de personnes qui vivent de leur passion comme ça, voilà. Gagner de l'argent, c'est un truc un peu... on n'en parle pas trop, quoi. C'est des zones de friction. On n'a pas envie d'y aller. Alors que si on a un objectif clair, par exemple en chiffre d'affaires, on va essayer de trouver les ressources pour y aller. Et c'est pas un gros mot que de se dire, voilà, je veux tant de milliers d'euros par mois. Sur l'année, c'est ce que je veux, parce qu'en réalité, on veut en vivre, mais on veut aussi développer. Et si c'est notre passion, ce qu'on veut, c'est la partager au plus grand nombre. Et sans ce levier, sans cette énergie qu'est l'argent, on n'y arrivera jamais. On restera juste enfermé dans une espèce
de zones pas forcément agréables et certains abandonnent. Donc, on n'a pas vraiment de plan pour aborder le sujet. Je peux peut-être partager moi mais quelles ont été mes zones de friction et après on peut rebondir. Ouais. Ouais. Je pense que moi, la première difficulté, ça a été de dépasser la gêne que j'avais à promouvoir mon activité comme une véritable activité économique. Quand te vendre. Me vendre. Mais je me vendais, mais je voulais me vendre avec authenticité, avec un message qui me tenait à cœur. Et c'est beau sur le papier, et ça même en pratique, ça reste beau. Mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'informations, mais qu'il faut réussir à capter l'attention du consommateur, du pratiquant, de l'élève, peu importe. En tout cas, la personne qui a envie de travailler avec vous. Et il y avait aussi une certaine gêne à se positionner comme un produit. Donc, il suffit d'aller sur Internet, sur Google, on a des tas d'offres, de publicités qui répondent tous à des espèces de canons des règles du marketing, et ça marche. Et mon constat, ça a été de voir, parce que j'ai commencé un peu à plonger dans ce monde de l'entrepreneuriat, pas forcément avec des activités bien-être, mais avec des produits, par exemple, et des services. Il y a des choses qui me semblaient complètement aberrantes, mais qui se vendaient extrêmement bien. Et je me suis dit, OK, quels sont les codes? Et donc, j'ai commencé à regarder avec les aspects marketing, le copywriting, toutes ces choses-là. Mais ça me paraissait vraiment loin de ce que moi, en tant que pratiquant du mouvement, du bien-être, du corps, pouvait proposer. Donc, il y a eu toute cette période de... Comment dire? C'était pas de... j'étais pas forcément réfractaire, mais il y avait ce truc où il fallait que j'accepte que c'était aussi possible. Donc j'ai étudié le sujet, et petit à petit j'ai commencé à transformer mon message, la façon dont je me vendais. J'ai pas le sentiment de me corrompre pour le marché, j'ai plus l'impression de jouer avec les règles du jeu. Ce qui en soi aussi est une bonne pratique, on s'adapte, et de réussir. Et quand je regarde où j'en étais avant et aujourd'hui, je vois vraiment la différence. Et maintenant, le contraste est vraiment dit. Je vois vraiment le contraste entre ce que moi je propose et ce que les gens qui font la même chose que moi en France et même à l'étranger continuent de faire et qui ne marchent pas forcément. Le message est le même, le contenu est le même, on propose du mouvement, on propose de bouger avec des systèmes, des process, etc. Mais la façon dont on l'apporte au consommateur, qui est tout le temps sur son téléphone ou qui reçoit sans arrêt des informations, des propositions, bref, lui proposer et attirer son attention pour l'amener vers quelque chose qui est de qualité. Parce que finalement, l'objectif en soi, c'est de dire, bon, voilà, moi je connais la qualité de ce que je propose un travail qui est aussi, de par ailleurs, l'autre partie de ton travail, c'est vraiment de faire de la recherche, d'être en lab, de proposer quelque chose de qualité. Eh bien, j'ai la confiance de ce que je viens de proposer, et je viens de proposer avec le mot que je cherche, c'est avec générosité. En fait, si personne ne sait que je fais quelque chose de bien, je peux rester toute ma vie à faire quelque chose de bien dans mon coin. C'est de la générosité de vouloir le partager avec les autres. C'est pas de l'ambition, ou encore que l'ambition n'est pas non plus un gros mot non plus, mais... non, pas du tout. Voilà, mais c'est le côté de partager ce que tu sais, ce que tu aimes faire avec les autres, et de le rendre visible. Voilà, mais à mon sens, il faut accepter qu'il y ait des règles du jeu. Et c'est pas parce que tu jettes un hameçon dans l'eau que les poissons que tu veux vont venir. Il faut en avoir plusieurs, avoir des chalutiers. Bon, j'aime pas du tout l'image, mais dans l'idée c'est ça en fait, c'est comment est-ce qu'on peut répandre notre message de façon à ce qu'il soit capté par le plus grand nombre, en ayant en tête que le plus grand nombre, très généralement, il est débordé par les informations, par les propositions. Donc il faut jouer le jeu de ce marché pour attirer les clients. Et c'est pas quelque chose de mauvais, parce que ça nous oblige, nous aussi, à nous réinventer ce qu'on propose, réinventer ce qu'on écrit, et aller chercher des ressources. Et c'était vraiment une période intéressante, je suis encore dedans. Et c'est une recherche qui continue, en fait. Mais c'est vraiment intéressant. C'était ton premier frein. Mon premier frein, ça a été dépasser cet inconfort de me vendre comme un produit. Le deuxième frein, ça a été, pour vivre confortablement, il ne faut pas forcément dépenser d'argent. En tout cas, on dépensait le moins. Et une des parties, c'est la structure juridique. C'est vraiment que sans réfléchir, parce que c'est ce qu'on voit, c'est l'auto-entreprise qui, au début, peut être quelque chose de très confortable et d'utile, parce que de toute façon, il nous faut un statut juridique. Qui est d'ailleurs un statut récent en fait, parce que moi je me suis lancée en 2005 et le statut d'entrepreneur n'existait pas.
Donc moi, je ne suis jamais passée par là. Je suis directement allée dans une entreprise individuelle qui est déjà le statut un petit peu au-dessus. Donc effectivement, je ne vais pas dire que c'est une arnaque, hein, l'auto-entrepreneur. C'est très bien pour commencer, mais ça a beaucoup de limites très rapidement. Oui. Et en fait, il existe des formes de sociétés qui sont beaucoup plus intéressantes pour les personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Alors encore une fois, moi avant j'étais avocat, donc ça ne me pose pas vraiment de difficulté de rentrer dedans, mais quand même, c'était pas forcément agréable. J'ai jamais aimé le droit des sociétés. Et j'ai compris qu'on pouvait faire différemment que l'auto-entreprise et s'en sortir beaucoup mieux. Ne serait-ce que parce qu'on peut jouer avec la TVA. Lorsqu'on paye des formations, moins 20%, c'est quand même pas mal. Lorsqu'on investit beaucoup de choses. Exactement. La formation en elle-même, mais aussi le voyage que l'on fait. Lorsqu'on loue des studios, on déduit la TVA. Donc en fait, on vit avec 20% de moins. On peut aussi utiliser nos ressources pour vivre. Par exemple, si on a un lieu chez nous où on pratique, on peut déduire une partie de notre loyer du chiffre d'affaires, ce qui fait qu'on paye moins d'impôts. Donc au final, c'est pas un gros mot, c'est de l'optimisation. On peut se retrouver à payer beaucoup moins d'impôts et avoir un train de vie qui est plus confortable en ayant le même revenu qu'en étant auto-entrepreneur. Mais ça demande un travail un peu plus de travail administratif. Là aussi, un des freins, ça a été de se faire entourer de personnes qui connaissent le sujet, des comptables, de juristes, ou simplement d'être entouré d'autres entrepreneurs qui ne font pas forcément la même chose que nous, mais qui utilisent les mêmes outils, que nous. Et, voilà, mais tout ça, ça a été une recherche. À partir du moment où je me suis dit, ok, je passe d'une passion à un business, tout a changé et j'ai dû comprendre les clés du business. J'ai une question comme ça. Est-ce que toi, tu es dans un centre de gestion agréé ou pas? Non. D'accord. Pas pour le moment. Je l'ai été avant, mais là, pour le moment, je suis en pleine restructuration de l'activité parce que je voudrais aussi embaucher. Ok. Alors, ceux qui ne connaissent pas les centres de gestion agréés, ce sont des structures qui, moi, me semblaient être obligatoires avec certains statuts, puisque moi, je suis en EIRL, c'est un statut qui n'existe plus, mais c'est une entreprise individuelle, et donc je suis dans un centre de gestion agréé, je paye une cotisation tous les ans, et je sais qu'au tout début où je me suis installée, donc il y a presque 15-20 ans, ça m'a beaucoup aidée parce que le centre de gestion, ils organisent des micro-formations sur la fiscalité, sur la comptabilité, sur tout un tas de choses. Et moi, ça m'a permis d'appréhender, pour moi c'était du charabia, tout ça, ça m'a permis d'appréhender quand même les termes, même si à un moment donné, je suis passée après chez un comptable. Du coup, quand j'avais des rendez-vous comptables, je comprenais ce qu'il me disait. Ce qui était déjà pas mal, parce que quand la personne te parle et tu comprends rien, il te parle de compte, de résultats, quand tu viens pas de ce milieu-là, c'est un peu compliqué au début. Voilà, mais c'est un prestataire de service qu'on paye, donc on peut lui poser des questions. Et on peut avoir 1000 questions. Donc il faut s'éduquer en fait sur tous ces sujets-là. De la même façon qu'on s'éduque sur notre pratique, ça fait partie intégrante de notre activité. Qu'on le veuille ou non, si vraiment on veut vivre de ce qu'on aime, il faut, à mon sens, il faut le faire ou payer des gens pour le faire à notre place. Et quand on commence, souvent on n'a pas les moyens de payer des personnes pour déléguer le travail. Voilà. Et quand bien même, ça reste toujours intéressant de comprendre ce qui se passe savoir faire la tâche pour la déléguer. Derrière le rideau. Donc comment est-ce qu'on pourrait continuer Tu parlais des statuts. Des statuts. Alors l'auto-entrepreneur, je pense que c'est bien de commencer par ça. À partir du moment où on arrive à en vivre dans notre activité, il faut tout de suite passer à autre chose, un système de société. Alors là, moi, celle que je trouve qui est vraiment intéressante, et celle que j'utilise, c'est la SASU, et qui offre beaucoup d'avantages. J'ai commencé à regarder sur Internet, quels étaient les différents types de sociétés que pouvait avoir un auto-entrepreneur. Et il y avait pas mal d'articles sur la SASU. Mais encore une fois, on n'est pas spécialiste. Beaucoup ne sont pas spécialistes. Donc c'est bien de se faire entourer. De la même façon qu'on investit dans nos formations, on peut prendre un rendez-vous avec un expert comptable ou un fiscaliste pour qu'il pose toutes les bases de la SASU, les avantages, les inconvénients, comment on entre, comment on sort, comment tout, et de voir si c'est un statut qui vous convient.
mais je pense très sincèrement que c'est peut-être le meilleur statut à partir du moment où on vit de son activité. Et par vivre, après tout est relatif, mais je pense que si on peut payer son loyer et couvrir nos charges au quotidien, c'est qu'on commence à en vivre. Pourquoi aussi l'auto-entreprise est peut-être un piège, c'est on est limité en termes de chiffre. On ne peut pas grandir en fait. On peut pas grandir. Et beaucoup l'atteignent assez facilement, en tout cas à Paris, et puis après on se limite à ce montant-là. Alors qu'avec un peu plus de levier, en injectant de l'énergie dans la société, donc de l'argent, on peut faire beaucoup plus. Et pourquoi se limiter? Pourquoi ne pas anticiper l'avenir? Aussi, être en auto-entreprise, ça te limite. Tu vois, quand tu veux louer un appartement, quand tu veux te proposer aussi tes services en B2B, ça fait un peu moins sérieux que venir avec une société qui a un capital social et qui montre qu'elle investit dans la société. Avoir une société, c'est, en tout cas à mon sens, mettre de l'argent dans sa société, c'est vraiment montrer qu'on croit dans son projet. Et oui, j'en reviens au truc d'un peu de l'ambition, enfin, l'ambition dans le bon sens du terme, d'avoir un projet, d'avoir quelque chose en développement, quoi. Bah, la façon dont je l'ai fait, je parle de moi parce que je suis là, je suis tout seul avec toi, mais c'était vraiment à construire sa vision de J'ai eu son une projet. ESA aussi, je l'ai fermée. Je viens de la fermer, mais j'ai eu une ESA. Ouais. Dommage. Voilà, je suis, moi, personnellement, en décroissance en ce moment. Mais ça, c'est très personnel. Et justement, je voulais venir là-dessus. En fait, il n'y a pas... les gens, quelquefois, mes stagiaires, etc., me demandent c'est quoi le meilleur statut. En fait, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que le statut, il va dépendre de tes objectifs, de quelle manière tu souhaites te développer, de ton moment de vie, de ton âge, de ce que tu as déjà vécu en tant que carrière professionnelle avant ou après. Je dis ton âge, par exemple. À un moment donné, quand on se rapproche de l'âge de la retraite, on parlait de ça, peut-être que c'est intéressant de cotiser un petit peu plus à la retraite. Si je cotise en tant qu'auto-entrepreneur, certes, j'ai très peu de charges, mais j'ai très peu de couverture sociale. Oui, aussi. Donc, on est très, très peu protégé. Donc, tu payes, je crois, 20 et quelques % en auto-entrepreneur de charges sociales. Mais bon, le service va avec. C'est-à-dire que c'est vraiment le minimum. Ouais, à un moment donné, si on a passé 50 ans et qu'on veut avoir une retraite, un peu... Enfin, j'allais dire décente, il faut peut-être soit alors avoir de payer de la retraite complémentaire, soit penser à avoir une SASU et se salarier ou faire du portage salarial. Enfin, il y a plein de formes possibles. Et donc, pour moi, le statut, il va s'adapter. C'est pas forcément le même statut toute ta vie d'entrepreneur. Non, ça évolue. Il va évoluer selon tes voilà. Mais le plus tôt tu commences, le plus tôt tu connais les outils et le mieux tu peux gérer ta carrière sur le long terme. Et encore une fois, quelle est notre vision, quelle est notre mission avec notre activité? C'est juste aller dans le grand bain, faire un test et après si ça ne va pas revenir, ou c'est qu'on vraiment on veut porter un message, peut-être transformer les choses. Si on n'a pas les outils, on n'y arrivera pas. Enfin, on n'y arrivera pas. Peut-être, on a un peu de chance, mais ça reste quand même très difficile. On se sent très vite limité. Ouais. Donc c'est tout ce derrière des rideaux, en fait, que tu as besoin de poser. J'aime bien le mot outil, parce que c'est tout un tas d'outils on a besoin d'apprendre à maîtriser. Moi, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout et que j'ai appris à découvrir sur le terrain, donc quelquefois avec des expériences heureuses et malheureuses. Voilà, et avec des surprises, et puis au fur et à mesure, des conseils. Quand j'avais ma SAS, j'étais chez un comptable, bien sûr, donc avec un conseil juridique, etc. Ouais, mais c'est... Ouais. As-tu eu d'autres freins? On a parlé de ces deux freins-là. D'autres freins, alors moi j'ai une pratique qui est très peu connue, donc ça a été aussi un frein en développement, donc ça a été vraiment tout l'aspect communication, porter le message. Alors ça rejoint peut-être notre premier point qui était sur se vendre, se commercialiser, le côté marketing. Ouais, ça a été un frein en fait de transformer la façon dont je vendais mon activité.
jusqu'à réaliser qu'en fait ça pouvait être vraiment compatible et que c'était plutôt beau en fait d'amener nos belles pratiques au plus grand nombre. Mais il faut dépasser peut-être cette gêne. Par exemple, c'est pas mal enfin c'est plutôt bien même d'apprendre à savoir utiliser les outils du copywriting. Donc le copywriting, c'est l'art d'écrire des pages de vente, c'est vendre par l'écrit. Et souvent sur les posts Instagram ou les newsletters qu'on reçoit, c'est telle activité, c'est bien, ça a changé ma vie. Pour nous rejoindre, envoyez-nous un email. Alors en fait, il y a un véritable accompagnement et c'est basé sur des années d'expérience et de travail. Il y en a qui le font pour vendre, comme je disais avant, des trucs complètement obscurs, Voilà. dont on... Pas très. Avec une valeur Voilà, vraiment discutable. douteuse, ouais. Et pourquoi on ne le ferait pas pour vendre Nos belles pratiques. voilà, nos belles pratiques. Donc là Ouais. aussi, ça a été un frein, s'y mettre. Je pense que parfois, moi, ma crainte, c'était pas un frein, mais j'aimais tellement pratiquer, faire de la recherche, que je voulais pas consacrer du temps à tout ce côté-là. Ouais. Aller assister à des formations avec des gens qui sont là juste pour vendre un dernier objet à la mode, ça m'embêtait. En fait, j'avais besoin de comprendre, de comprendre les outils. Ouais. Et en le faisant, en fait, ça marche. Et... C'est ça, moi je vois souvent pas mal de professeurs qui me disent mais moi j'ai pas envie de passer ce temps à m'occuper de tout ça. Mon temps, c'est ma pratique, c'est mon enseignement et c'est tout quoi. Et en fait, Ouais. on passe à côté. Alors ça dépend, je dirais, ça dépend aussi de quel est ton cible, ta cible de clientèle, dans quel environnement tu travailles, quels sont les réseaux que tu as déjà créés, si tu es implanté sur un territoire depuis longtemps. Enfin, il y a aussi plein de facteurs qui font qu'on n'a pas tous besoin. Toi, tu as une pratique qui a commencé de rien, qui n'était pas connue, tu as initié ton enseignement, et donc c'est vrai que c'est pas la même chose quand tu es déjà professeur depuis longtemps, d'une technique qui est mon cas, qui est connue, et donc tu mets ça sur la porte et tu as déjà des gens qui rentrent pour savoir. Voilà. Donc c'est vrai il y a le côté aussi, je parlais de l'environnement, tu vois, quand tu proposes quelque chose sur Paris, où il y a 10 000 propositions, ou si tu arrives, comme je suis en train de le faire, dans une petite ville où il n'y a forcément pas beaucoup de propositions, et d'un seul coup, il y a quelque chose de nouveau, les gens vont tout de suite avoir plus de curiosité. Et tu n'es pas obligé de passer par les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est un nouvel outil aussi. Hein, que... Les réseaux ? Oui. Je vais paraître vieille comme ça, mais à mon époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. C'était les flyers, c'était même les newsletters et tout ça, on n'en faisait pas tant que ça. Instagram, c'est les nouveaux flyers. Donc, en fait, encore une fois, Instagram, c'est un outil. Instagram, c'est pas... en tout cas, moi, quand je suis sur Instagram, je ne montre pas Alain Couturier, c'est mon activité. C'est une activité que je propose. Je ne mens pas, je fais pas de... je ne corromps pas mon message, c'est vraiment ce que je propose, mais je réponds aux règles du jeu. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, tu as des gens des professeurs qui veulent pas consacrer du temps à ça, qui veulent pratiquer et qui veulent consacrer du temps à leur pratique. C'est une erreur, parce que je pense qu'on fait ce qu'on fait parce qu'on aime et qu'on a une vision. On se sent investi d'une mission. Mais si on ne consacre pas du temps à partager cette mission-là, en fait, on va juste finir par pratiquer dans son coin avec quelques personnes qui nous connaissent et ça va s'arrêter là. Et la mission, la vision qu'on avait pour notre activité, et même pour nous-mêmes et pour notre vie, en fait, en général, on va juste, hop, ça va se finir. Ça va pas aller très loin. Et, en tout cas, moi, c'est ma façon de le voir. Il y a des règles du jeu. Il y a quelque chose de l'ordre d'assumer que tu as une mission, que tu as une vision. Parce que c'est pas toujours... c'est simple de se l'assumer, ça, de dire, ok, moi, j'ai une vision de vouloir partager ça au plus grand nombre de personnes possible, de développer ma pratique, de l'emmener dans les nouveaux territoires, de développer de nouvelles branches. Enfin, il faut assumer ça, c'est ce côté... Carrément, mais je sais pas, parfois c'est aussi s'interroger sur les raisons de ce qu'on fait. On peut le faire parce qu'on aime, mais après, est-ce que ça vaut le coup de changer de carrière pour enseigner ce qu'on aime ? Peut-être plutôt s'interroger sur le pourquoi est-ce qu'on le fait, le pourquoi vraiment profond. Il est important de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on décide de se lancer dans cette activité-là. Si c'est que tu as simplement envie de pratiquer un peu plus et que tu aimes ça, demande-toi, est-ce que
la contrepartie qui va être de rentrer dans un véritable business, de traiter ta pratique comme un business, vaut le coup? Est-ce que tu vas accepter de consacrer des heures à faire un site web, aller faire des photos, te mettre sur les réseaux, comprendre comment fonctionnent les réseaux, aller Gérer ton administratif. gérer ton administratif, recevoir des lettres de l'URSSAF qui te stressent, Oui. recevoir des recommandés avec ton nom, tes 2 prénoms. Alors tu dis: «OK, là, c'est l'administration». Si tu es pas prêt à ça, D'ailleurs, moi, en je fait, le fais déteste pas. ouvrir la boîte aux lettres parce qu'en général, les seules personnes qui connaissent mon adresse, c'est que l'administratif. Ouais, voilà. Si c'est juste parce que tu as envie de pratiquer, en fait, je te conseille plutôt de pas te lancer tout de suite et d'attendre que ton projet, ta vision, en fait, soit un peu plus claire. Épargne-toi tout ce stress, tous ces soucis qui, je le dis quand même, ça reste beau quand tu portes un projet, quand tu sais pourquoi tu vas. Ouais, Ton projet, c'est pas je veux pratiquer plus et je veux avoir du temps pour ouais. pratiquer. Ton projet, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ton activité. Tu veux répandre le pilate, tu veux mettre du pilate chez des personnes d'un certain âge ou peu importe, moi, c'est répandre le mouvement pour le plus de personnes possible, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour les gens qui travaillent en bureau. Ce que je veux, c'est que ça apparaisse partout. Là, j'ai ma mission, elle me porte et c'est OK de recevoir des lettres de l'URSSAF, d'appeler les impôts, de comprendre ce que c'est une déclaration CERFA, Ouais, je ouais. sais plus trop quoi. Parce qu'après, tu retournes dans le studio, dans ta pratique, et d'un seul coup, tu sais pourquoi tu l'as fait, quoi. Ouais, Voilà. en fait, c'est chiant, mais c'est pas douloureux. Mmh. Parce que derrière, tu as tout ça, en fait. Tu portes une vision. Mmh. Euh, Voilà, mais Ça fait un faut peu christique de dire ça. ouais, non, mais Mais, non, non, je pense que c'est réel, ouais, et puis surtout, il faut pas se voiler la face, en fait. C'est une entreprise, donc en fait, tout ce que ça avec comporte. tout ce que ça comporte d'une entreprise, Mm, et mm. donc c'est pas juste les heures de cours, il y a plein d'autres choses à faire, Ouais. en dehors, et qui a son Mm, importance. Alors après, tu as l'option, voilà, j'investis et en fait, j'ai, déjà, je sais pas, de l'argent, de base, et je vais pouvoir, déjà déléguer ces tâches dès le départ. mm. Mais c'est rare. En général, on commence tout seul, on fait grandir notre activité et il y a une phase un peu critique où tu es obligé de faire un peu toutes les tâches toi-même Donc, c'est nécessaire, à mon sens. pour les apprendre. Mm. Mais à un moment donné, si tu passes une certaine, barre, un certain seuil, je pense qu'il y a certaines tâches qui tu vas faire un peu un tri, tu dire: «Bon OK, ça j'ai appris à le faire, ça j'ai appris à le faire, mais ça m'ennuie, donc maintenant je vais le déléguer». La Mm. comptabilité, je vais avoir un cabinet d'experts comptables qui va le faire. Peut-être si les réseaux sociaux, c'est vraiment pas mon truc, moi je pense que c'est la voie Ouais. que je vais prendre. Je vais prendre un community manager et c'est plus moi qui vais le gérer. Voilà, donc mais pour pouvoir arriver là, à pouvoir déléguer tes tâches, il faut quand même avoir passé un certain seuil Oui. financier. Mm. Sinon, en fait, c'est le chat qui se mord la queue, on n'y arrive jamais, hein, parce que moi, je suis restée dans ce bas du panier longtemps et où finalement, je m'épuisais à faire toutes les tâches. J'aurais eu besoin d'avoir de l'aide, mais j'avais pas vraiment encore les moyens et donc on a parlé de ça aussi, du fait Mm. d'investir, en fait, dans ton entreprise Ouais. pour, à un moment donné, te dégager du temps, ou voilà, te donner des Bah, perspectives, quoi. c'est plus facile quand tu as un projet, une vision claire de ce que tu veux Mmh. de ton activité. Et on rebondit aussi sur le statut juridique. Quand tu es en auto-entreprise, c'est de ta poche que tu payes tout ça. Quand tu es en SASU ou autre forme juridique, c'est ton entreprise qui le paye. Mmh. Donc, ton chiffre d'affaires diminue, donc tu payes moins d'impôts, donc à la fin de l'année, tu souris. Et tout ça pour nourrir ton entreprise, en fait, Ouais, tu ouais, nourris le ouais. projet. Donc, Après, c'est il y a plein d'autres, moyens. Tu peux faire du troc, des fois, avec certains élèves. Tu peux avoir des stagiaires. Tu peux, pour voilà. commencer. Ouais, pour commencer. Mais après, sur le long terme, Je pense qu'il faut avoir des gens compétents. il faut avoir des gens compétents et des gens avec qui la relation de travail, elle est claire Mmh. et il n'y a pas de, Mmh. il y a pas de discussion possible sur Ouais, des trucs un peu flous. ouais, C'est clair, tu as ouais. ton projet, tu avances dans la direction. Ça fait un peu euh, euh, un discours très entreprise, Bah, c'est le cas. mais c'est Voilà. véritablement une entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a toute la beauté de la pratique, du message qu'on transmet, mais si on veut vivre confortablement de ce qu'on aime, il y a c'est pas du tout un sacrifice, mais il y a cette charge à accepter et plutôt même à Mmh. embrasser. Ça fait partie du jeu. Mmh. Et arrive à un moment, en fait, où tu te prends au jeu, c'est juste, ça glisse, c'est OK. Mmh. Sauf les courriers de l'URSSAF, mais sinon ça glisse, c'est OK. L'URSSAF et l'impôt, les impôts. C'est les trucs un peu, ça frotte un peu. Ouais, OK. encore une fois, c'est juste pour répondre pour les Aussi, gens. moi, j'ai appris à vivre avec des dettes fiscales, avec, tout un Ah tas non, de j'aime choses. pas du tout Ah ça. ouais, ouais, mais Juste, chacun son moi, j'ai c'est juste un envie peu d'a mon ouais. problème. Non, non, moi je check tout le temps, j'ai juste envie d'être, ça va. Encore une fois, ça m'a pris énormément de temps. C'est pas,
Là, depuis Mais on vit sous 8 pression mois, quand même. Enfin, il y a une sorte de petite pression on quand vit sous même. pression. À partir du moment où tu peux payer des gens pour, c'est beaucoup plus tranquille. Mm. Tu n'as pas besoin de te connecter sur ton site de l'URSSAF. Tu appelles juste la personne qui s'occupe de tout ça. On en est où? Tu veux savoir, il s'en occupe. Et quand tu peux travailler avec quelqu'un de confiance, Ouais. c'est beaucoup mieux. Même chose pour les réseaux sociaux. Ouais. Tu as tes idées de poste, elle s'occupe du planning, on s'occupe de filmer, elle fait les montages, les sous-titres, et Mm. tu peux aller boire ton café pour Ouais. penser à la création, à la recherche et mettre du temps là-dedans. Mais c'est vrai que c'est un peu comme quand tu rentres dans un projet, pas d'études supérieures par exemple, ben, il y a toute cette partie d'apprentissage dans laquelle Mm. il faut vraiment commencer et on met la tête dedans. Il y a trop d'informations, ça déborde de tous les côtés, mais petit à petit, on va Mm. simplement éliminer ce qui ne nous intéresse pas pour affiner Ouais, notre projet. exactement. Moi, c'est ce que j'observe aussi. C'est que, et puis c'est un truc qu'on a besoin de regarder assez régulièrement. Qu'est-ce qui fait sens pour moi là dans toutes les tâches que j'ai à faire? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui m'en donne pas? Qu'est-ce que je sais bien faire? Qu'est-ce que je sais pas bien faire? Alors, des fois, je sais bien faire certaines choses, mais c'est des tâches que j'aime pas faire. Mhm. Donc, voilà, d'essayer de compartimenter un petit peu, de dire, ok, vraiment ce qui me prend trop de temps, trop d'énergie, et qu'en plus je fais pas très bien, ben, c'est ce que je vais déléguer prioritairement, quoi. Ouais. Voilà. Et par contre, ce qui m'inspire, ce qui me donne de l'énergie et que j'arrive plutôt à bien gérer, ben voilà, je peux continuer à le faire, Mhm. quoi. Donc, de faire un peu régulièrement Ouais. cette espèce de petite évaluation, quoi. Bah, c'est vrai que l'expérience, en fait, quand tu es Ouais. dedans et que tu penches trop d'un côté, tu te dis, oh, je pratique pas assez, Mm. il faut que je délègue et Mm. tu vas pratiquer. Ah, mais il y a des tâches Ouais. qui m'inquiètent un peu, qui me stressent, Voilà. donc je retourne et Ouais, je c'est sais que là, je naviguer. vais remettre des temps. J'ai besoin de retourner à faire de la recherche. Donc, dans les mois qui viennent, là, je vais vraiment dans mon planning me consacrer au moins 2 après-midi par semaine où j'ai envie de faire que de la recherche pour moi. Donc, ça veut dire être en studio, noter, lire, pratiquer des choses Mhm. toute seule, en groupe, peu importe, mais d'être vraiment dans cette idée de recherche. Et là, tu as quelqu'un qui t'accompagne le- sur tout ce qui est administratif, comme quand tu fais ça. C'est parce que tu. Pas encore, mais là, je suis en train de prendre quelqu'un. Voilà. Enfin, je suis dans cette démarche-là, j'ai des entretiens, tout ça. Ouais, Mhm. je vais avoir quelqu'un qui vient venir m'aider. Mm. Ouais, moi aussi, Mm. je cherche quelqu'un pour me challenger sur les idées, développer l'activité, même si en fait je me suis pris au jeu et j'aime beaucoup ça. Mais, euh, mais ça prend du temps. En Mm. tout cas, ça reste quand même franchement c'est une aventure magnifique. Moi, Mm. jamais je pourrais Une retourner aventure. Ouais. dans ma carrière de bureau, d'avocat, même si voilà, j'étais aussi indépendant. Ouais. Mais là, c'est le fait de pouvoir créer, de porter son message Ouais. et de voir qu'avec ce Bah, t'es message-là, on arrive à créateur en de ton vivre. travail, hein. Ouais, Ouais, c'est fou ça. on arrive vraiment à en vivre. Mais il y a quand même un investissement temps, argent, stress, cheveux blancs. Voilà. Qui, c'est vraiment le corollaire de ça. Il ne faut pas juste Ouais. s'imaginer qu'on va plus pratiquer, Ouais. parce que c'est peut-être même pas vrai. Et à tous. Il faut faire attention à ça. Mm. Peut-être on en parlera dans un prochain épisode, c'est comment prendre soin de soi quand on est entrepreneur, justement. C'est Comment un prendre soin de vrai soi sujet. quand on vit bien de son. Ouais, c'est Il y a un un vrai équilibre à sujet trouver. parce que quand on se lance dans cette aventure, bah, souvent notre temps personnel il est vraiment Mm. très réduit. Donc il faut faire attention à ça. Ouais. Un petit mot pour la fin. Bah ouais, tout à fait. Hum, Je pense qu'on fera un autre épisode pour parler d'autres sujets parce qu'il y avait plusieurs choses à aborder il autour y de a ça. énormément de choses. Je l'ai vu sur les derniers mois. C'est tellement vaste, mais c'est vraiment aussi intéressant. Mm. Moi, je le prends, l'activité purement économique, la business, c'est vraiment la béquille pour moi, ou le soutien, le support, comme cette table-là, Ouais. du message que je veux partager. Et sans ce support fort, le message, il va simplement, il va juste mourir. Il va pas arriver Non, il faut vraiment, c'est un tremplin, en fait. l'émetteur va pas arriver C'est vraiment un au tremplin. Plus récepteur. notre copain il Ouais. est costaud et solide, et plus le message, on pourra l'envoyer au plus grand nombre. C'est pas pour faire de l'argent. Enfin, Mm. ça en fait Mm. partie aussi, Mm. mais c'est vraiment pour diffuser le message et vraiment Ouais. sentir que, ok, on a fait ces reconversions, on a décidé d'entrer dans ces voies-là et que le message que l'on envoie, pardon, il est puissant, il est transformatif et on fait ça pour quelque chose, avoir vraiment une raison Mhm. valable de le faire, Mm. pas forcément juste pratiquer plus. Ouais. Pour le mot de la fin, bah, bon courage, hein. Franchement, je vois pas.
Il n'y en a pas d'autre, c'est vraiment Les mains dans le cambouis. ouais. Allez-y. Peut-être, ouais, c'est vraiment une odyssée. Vous vous souvenez l'Odyssée? Bah, c'est la même chose. L'Odyssée d'Homère. Bah, là, Désolée de te parler d'aventure, c'est ça. Mais c'est une chouette c'est aventure. l'Odyssée, ouais, l'Odyssée Avec ses hauts, ses fiscale, bas. comptable, entrepreneuriale, Mais marketing. les hauts sont très hauts. Ouais, quel plaisir Voilà, de c'est voir ça. que quand ça marche. Mais C'est on ça. passe par des périodes, bah, en fait, comme tout, il faut juste l'accepter. Mm. C'est vrai que si on est habitué à un travail de bureau, tout est calé, on rentre le soir, on n'y pense pas. Ça peut être véritablement un chamboulement. Mm. Mais ça se manage très bien. On Mm. va en parler dans le prochain podcast sur. Tout à fait. Merci Alain. Merci Yael.